Aujourd'hui la deuxième vidéo sur les diagrammes d'Ellingham. Donc on a vu comment pouvait écrire une réaction, les questions de convention. Maintenant on passe à la construction. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Dans cette deuxième vidéo à propos des diagrammes d'Ellingham, nous allons envisager comment on peut calculer à toute température une enthalpie libre standard de réaction d'Ellingham, mais dans un cas particulier, quand il n'y a pas de changement de phase, des constituants mis en jeu. Et donc ça, je vous introduirai ce qu'on appelle l'approximation d'Ellingham. Donc les prérequis, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, qui concerne les réactions d'Ellingham et la convention des réactions d'Ellingham. Évidemment, tout un tas de choses sur les réactions chimiques, les grandeurs de réaction, puisqu'on va encore revenir là-dessus, et je vais vous reparler un petit peu de loi de Kirchhoff un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je vous rappellerai de quoi il est question. Donc on commence par une réaction d'Ellingham. Donc j'ai repris mon exemple autour de Mg et MgO. Donc je vous rappelle avec un coefficient stoichiométrique de 1 devant O2. Et je fais un petit calcul. Que vaut l'enthalpie standard de la réaction à 298 Kelvin ? Moins 1200, j'ai oublié le signe moins 1200, 3,4 kJ par mol. Donc ça, c'est à 298 K. Que se passe-t-il maintenant si je veux le calculer à une autre température, mais si j'ai pas de changement de phase, je rappelle dans cette vidéo, je considère que j'ai pas de changement de phase, je peux appliquer ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff, donc, qui vous permet, alors 2H2F, loi de Kirchhoff, qui vous permet de calculer à une température T2 l'enthalpie standard de la réaction, si vous la connaissez, à une température T1. Alors je vais vous donner une expression simplifiée. Donc delta RH0 à T2, ça va être delta RH0 à T1 plus delta RCP, dont je préciserai la valeur, fois T2 moins T1. Alors je vous dis que c'est simplifié, parce que normalement il faudra faire un petit calcul intégral si les CP dépendent de la température. Comme là je veux juste un petit calcul d'ordre de grandeur, je vais prendre une version simplifiée, on va mettre un environ égal, histoire d'être un peu rigoureux, avec ici delta RCP. Donc c'est la même chose qu'un delta RH, je commence par prendre les produits et ensuite je retranche les réactifs avec les CP, les coefficients stoichiométriques. Donc ça va me faire 2 fois le CP de MgO moins le CP de O2 moins 2 fois le CP de Mg. Bon. Vous prenez ces valeurs-là dans des tables. Alors évidemment, elles dépendent de la température. Encore une fois, on prend une valeur juste pour faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Vous calculez la valeur de delta RH0 à T2. Alors par exemple, ici, si vous avez une température T2 qui vaut 900 Kelvin, vous obtenez une valeur de delta RH0 à une température de 900 Kelvin de moins 1206,2 kJ par mol. Je vous rappelle à une température, donc ça c'est à une température de 900 K, moins 1206 à une température de 298 K, on était à moins 1203. D'accord, donc vous voyez qu'il y a une toute petite différence. Du coup, est-ce qu'on peut supposer que delta RH0 est quasi constant en fonction de la température? Alors pour ça, vous pouvez faire un calcul d'erreur relative. Alors comment vous faites? Vous dites, je suppose qu'à T2, en fait, c'est comme s'il n'avait pas changé, et vous connaissez la vraie valeur, entre guillemets, qui est moins 1206, et vous calculez l'erreur que vous avez commise si vous avez pris moins 1203, et vous trouvez une erreur de 0,2%. Donc c'est une toute petite erreur. Alors évidemment, on ne peut pas supposer que c'est indépendant de t, mais ça l'est quasiment. Donc ça va constituer ce qu'on appelle l'approximation d'Ellingham. L'effet de la température est négligeable sur la valeur numérique de delta RH0. Ce sera la même chose pour delta RS0. D'ailleurs, on peut le démontrer mathématiquement, tant qu'aucune des espèces mises en jeu ne change de phase. S'il y a un changement de phase, ça change pas mal de choses, et ça fait l'objet d'une autre vidéo. Une fois que j'ai fait ça, je regarde ce que ça implique pour le calcul de l'enthalpie libre standard de la réaction, qui est au final ce qui m'intéresse le plus. Donc pour ce qui est de l'enthalpie libre standard de la réaction, delta Rg0, ça c'est delta RH0 par définition moins T delta RS0. Bon. Si je regarde cette expression, delta RH0 c'est une constante, delta RS0 c'est une constante, approximativement, donc on voit que la seule dépendance en température ici, ça vient du terme moins T delta RS0. En fait, delta Rg0 va pour une réaction qui va se dérouler dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, ça va être un
segment de droite. Et ça va simplifier le traitement des problèmes qu'on va avoir. Et ici, dans ce segment de droite, delta RH0, c'est l'ordonnée à l'origine, et moins delta RS0, ce sera la pente. Ce qui va nous intéresser plus précisément ici, ça va être justement le calcul de cette pente. Ça va avoir un impact assez important sur la suite pour la construction des diagrammes. Donc je réécris ma réaction d'Illingham, donc 2x sur y, le métal plus O2 gazeux donne 2 sur y l'oxyde, et je m'intéresse ici au calcul plus spécifique de la pente. Donc pour calculer la pente, il faut que je calcule moins delta RS, donc je vais commencer par calculer delta RS0. Donc je vous rappelle, ça va me donner 2 sur Y le S0 de l'oxyde, moins le S0 de O2 gazeux, moins 2X sur Y, le S0 du métal. Alors évidemment, ça dépend des phases dans lesquelles je suis. Si j'ai un gaz, comme l'entropie, c'est quelque chose qui permet de quantifier le désordre statistique, l'entropie molaire standard du constituant, s'il est gazeux, elle va être très grande par rapport à sa valeur en phase solide ou en phase liquide, qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc le S0 d'un gaz, en général, sauf cas particulier, pour une espèce donnée, il est très grand devant le S0 de la même espèce en phase liquide, qui lui-même est supérieur, mais environ égal, au S0 de cette même espèce en phase solide. Les gaz ont une entropie molaire absolue beaucoup plus grande que les liquides ou les solides. Donc on voit que ce qui va être important, ce qui va gouverner vraiment la pente et en particulier son signe, ça va être le nombre d'espèces qui sont en phase gazeuse. Et donc ce que je vais calculer pour, on va dire, très rapidement voir un petit peu le signe de la pente et donc le sens d'évolution de mon diagramme, je vais calculer la somme de tous les coefficients stoichiométriques des espèces qui sont en phase gaz et uniquement en phase gaz. D'accord ? Donc je compte plus pour les produits et moins pour les réactifs. Nu ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient stoichiométrique algébrique. Il est positif si c'est un produit et négatif pour les réactifs. D'accord ? Donc je vais calculer cette valeur-là. Si elle est positive, à ce moment-là, delta RS0 sera positif également. Ça veut dire que j'ai plus de moles de gaz du côté des produits. Le désordre augmente. S'il est nul, delta RS0 sera tout petit. Il ne sera pas rigoureusement égal à 0, mais il sera tout petit. Le désordre statistique est sensiblement le même pour ma réaction. Et si cette quantité-là est négative, ça veut dire que le désordre diminue. J'ai moins de moles de gaz du côté des produits. J'ordonne mon système et donc delta RS0 sera lui-même négatif. Alors je vais vous donner des exemples. Premier exemple, on va prendre les oxydes d'azote. Donc vous voyez que j'ai N2O solide qui réagit avec O2 pour donner NO gazeux. Donc je calcule somme sur I des nu I gaz. Donc toujours pareil, quand j'ai des coefficients stoichiométriques algébriques, je commence par les produits. Donc du côté des produits, j'ai NO, un coefficient stoichiométrique de 4, et c'est une espèce gazeuse, donc je la compte, ça fait plus 4. Du côté des réactifs, maintenant j'ai O2 gazeux, moins 1, et j'ai N2O, mais c'est un solide, je ne le compte pas. Donc là, j'ai 3, ça me donne 3, donc c'est positif. Ici, on va être dans le cas où le delta RS0 va être positif, donc la pente qui est moins delta RS0 va être négative. Donc on est dans un cas de pente négative. Et donc si je trace ça sur mon diagramme d'Illingham, ça veut dire qu'en partant d'une valeur donnée, je vais avoir quelque chose comme ceci. On a dit un segment de droite, une pente négative. Ça va ressembler à ça. Je prends un deuxième cas, la combustion totale du carbone. Donc C solide plus O2 gazeux donne CO2 gazeux. Pareil, je calcule somme sur I des nu I gaz. Côté des produits, j'ai 1 mol de CO2 gazeux, plus 1. Côté des réactifs, j'ai le carbone qui est solide, je ne m'en occupe pas, et j'ai 1 mol de O2 gazeux, donc moins 1. Donc ça me donne 0. Si somme sur I des nu I gaz est nul, ça veut dire que delta RS0 est quasiment nul, il va être tout petit.
pas de désordre statistique lié à cette réaction. Je vais avoir dans le diagramme d'Ellingham, pour ce qui concerne le carbone, on s'attend à quelque chose qui va être à peu de choses près une droite horizontale. Troisième type de cas, je vais revenir sur le magnésium. Donc Mg plus O2 donne 2 Mg plus O2 donne 2 MgO. Si je calcule somme sur I des nu gaz. Pour les produits, j'ai qu'une espèce et elle est solide, donc j'ai rien. Et pour les réactifs, j'ai Mg qui est solide, qui compte pas, et j'ai O2 gazeux, donc ça va me donner moins 1. Ça, c'est négatif. Delta RS0 est négatif, le désordre diminue, donc ici, la pente, c'est moins delta RS0, elle sera positive. Donc pour la plupart des métaux, la pente dans les diagrammes d'Ellingham est positive, donc souvent ça part d'assez bas, c'est négatif et ça part d'assez bas, et ça augmente quand la température augmente. Vous devez vous attendre à ça pour un diagramme d'Ellingham, pour une espèce métallique. Une première étape dans la construction des diagrammes. Dans la vidéo suivante, on fait la même chose, mais avec des changements de phase. À très bientôt!